Bonjour, je me présente Annie Picard de la Faculté des sciences sociales. Je vous souhaite la bienvenue à cette web conférence du jour. La séance sera présentée par messieurs Francesco Cavatorta et Jonathan Paquin, tous deux professeurs titulaires en sciences politiques de l'Université Laval. Nous prévoyons que la durée de la présentation sera d'environ 30 minutes, suivie d'une période de questions. Vos questions devront être posées dans l'outil questions-réponses disponible sur la plateforme. Je les lirai à voix haute afin que les conférenciers puissent y répondre au bénéfice de tous. En terminant, sachez que la séance sera enregistrée et nous vous ferons parvenir le lien sous peu pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, la revisionner. Alors, sans plus tarder, je leur laisse la parole tout d'abord à M. Jonathan Paquin. Merci. Du mois d'août, le 30 août plus exactement, et ce retrait précipité a marqué en quelque sorte la défaite, ou en tout cas certains disent l'absence de victoire des Occidentaux en Afghanistan. C'est peut-être plus doux à entendre l'absence de victoire que la défaite. Et donc c'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir d'être avec mon collègue Francesco Cavatorta également. Et lui et moi, on s'est entendu en fait pour séparer différents thèmes. Donc j'interviens le premier, ce sera suivi de Francesco, et puis nous nous lancerons la balle comme ça jusqu'à la fin des 30 minutes qui nous sont allouées. Alors je débute tout de suite en revenant sur cette notion de nation building et plus particulièrement de la question de l'interventionnisme libéral. C'est important de revenir sur cette notion, en fait, parce que ce qui a guidé les Américains et les Occidentaux en Afghanistan pendant plusieurs années de l'occupation, c'est cette idée d'un interventionnisme libéral. C'est l'idée qu'il est nécessaire pour l'Occident, lorsque besoin est, d'intervenir par la force pour imposer une paix et pour imposer les conditions disons, d'une reconstruction dans un pays. Et tout ça serait fait au nom des valeurs démocratiques et des valeurs libérales. Alors, évidemment, pendant la guerre froide, il y a très longtemps, on ne parlait pas vraiment de l'interventionnisme libéral, on parlait plutôt de considérations réalistes. Il y avait deux grands pôles de puissance. On n'intervenait pas ou très peu dans la sphère d'influence de l'autre grand bloc, hein. Les Soviétiques n'intervenaient pas vraiment du côté occidental et les Occidentaux n'intervenaient pas dans la sphère d'influence des Soviétiques. Mais avec l'effondrement de l'Union soviétique, avec le début des années 90, les Occidentaux constatent qu'il n'y a plus de grands pôles de puissance pour s'opposer à eux et ils ont donc les moyens nécessaires voilà, pour réaliser leurs objectifs. Et un des objectifs, c'est la démocratisation. C'est favoriser la démocratisation dans d'autres pays et intervenir dans des conflits internes qui opposent deux groupes ou plusieurs groupes dans le but de trouver une solution et dans le but, encore une fois, d'imposer certaines volontés des Occidentaux pour que le pays ou les pays dans lesquels on intervienne puissent évoluer et se développer de manière relativement pacifique. Alors, cette idée-là de l'interventionnisme libéral est là guider les interventions à des endroits, par exemple, comme la Bosnie-Herzégovine ou le Kosovo à la fin des années 90. Alors, évidemment, l'intervention en Afghanistan avait comme principal objectif, rappelons-nous, c'est de réagir aux attentats du 11 septembre 2001 qui avaient été perpétrés par Al-Qaïda et le dirigeant Osama Ben Laden. Et on savait que les talibans qui étaient au pouvoir à Kaboul en Afghanistan étaient en fait de mèche avec les talibans avec Al-Qaïda, puisque les talibans avaient permis à Al-Qaïda de mettre sur pied des cellules sur le territoire afin de s'entraîner avant donc d'aller perpétrer les attentats du 11 septembre 2001. Donc les Américains interviennent en Afghanistan dès le mois d'octobre, hein, le 7 octobre 2001, pour lutter contre le terrorisme, pour attraper Osama Ben Laden, pour détruire son organisation Al-Qaïda et aussi pour chasser du pouvoir les talibans qui étaient de mèche avec Osama Ben Laden. Donc l'objectif premier, c'est la guerre contre le terrorisme. Mais une fois que les Américains sont intervenus, une fois qu'on a constaté très rapidement que les talibans avaient fui l'Afghanistan, ils ont fui l'Afghanistan pour se réfugier principalement au Pakistan. Ben là, on était en fait devant une situation
On était dans un pays, il fallait s'en occuper, il fallait s'occuper d'une population, il n'y avait plus de gouvernement, et les Occidentaux ont donc choisi, en fait, de faire du nation building. Alors, de fil en aiguille, la guerre contre le terrorisme, qui était la raison première, était toujours discutée, elle était toujours énoncée, mais de fil en aiguille, on parlait de plus en plus de l'importance de reconstruire, de l'importance de mettre sur pied un gouvernement démocratique, de l'importance d'accorder des droits, les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes dans ce pays, ce qui n'était pas le cas à l'époque des talibans de 1996 à 2001. Et donc, de fil en aiguille, le discours a changé. Les justifications ont changé aussi. Et très rapidement, les Occidentaux ont mis sur pied ce qu'on a appelé les équipes provinciales de reconstruction en Afghanistan. Et là, on était vraiment dans le nation building. Là, on était vraiment dans l'interventionnisme libéral. Et donc, les différents membres de la coalition, les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Français, les Australiens et plusieurs autres, se sont donc répartis des régions, des provinces afghanes, dans le but, je le répète, de reconstruire le pays. Et donc, ce processus de reconstruction-là a été extrêmement coûteux en termes de ressources, en termes de temps aussi. Et parallèlement à cette reconstruction, les Américains ont décidé de déclarer la guerre à l'Irak dès 2003. Alors, il y a eu une division des ressources qui est apparue assez rapidement. Et ceux qui faisaient la guerre contre les talibans, qui cherchaient parfois à revenir en Afghanistan, réalisaient en fait que les moyens militaires mis de l'avant par les Américains étaient, disons, moins importants en 2004, 5, 6 qu'ils ne l'étaient au tout début de la guerre contre les talibans. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait une deuxième guerre qui était menée en même temps en Irak. Et donc, de 2003-2004 jusqu'à la toute fin de la guerre, on était dans un processus de nation building qui a été très coûteux, je le répète, parce qu'il reposait sur quoi? Il reposait en partie sur la confiance que la population afghane avait à l'égard des Américains et de leurs alliés. C'est ce qu'on appelait les mesures contre-insurrectionnelles qui ont été développées par les Américains. L'objectif, c'était de gagner le cœur et les esprits des Afghans sur le terrain, au moment même où des talibans insurgés faisaient des incursions dans le territoire afghan, dans le but donc de semer le chaos et dans le but éventuellement de reprendre le territoire et de reprendre le pouvoir. Et force a été d'admettre, après un certain temps, je ne voudrais pas m'éterniser trop longtemps là-dessus parce qu'on a uniquement 30 minutes et qu'on a 6 thèmes à couvrir avec vous, mais après un certain temps, les Américains se sont dit, on ne pourra pas gagner cette guerre-là. Les talibans sont toujours présents, on est incapable d'en venir à bout. Donc, il faut accroître la formation de l'armée nationale afghane, donc ceux qui s'opposaient aux talibans. On aurait formé, soi-disant, jusqu'à 300 000 militaires afghans, c'est le chiffre officiel qui est souvent véhiculé par les autorités. Et dès 2018-2019, on a décidé, on étant les Américains, de quitter et de laisser en fait au gouvernement national afghan et à son armée le soin de lutter contre les talibans insurgés. Et puis, on a vu que ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, l'armée nationale afghane s'est complètement écroulée. Les Américains avaient déjà décidé de quitter. Ils ont quitté. Ils ont décidé de ne pas prolonger leur mission. C'est Joe Biden qui en a fait l'annonce. Et donc, ça a marqué en quelque sorte l'acte de décès de cette grande entreprise du nation building. Et rapidement, avant de céder la parole à Francesco, je pense que la principale leçon qu'il faut tirer de ça, c'est l'idée selon laquelle on peut purger d'un corps politique un groupe rebelle, dans ce cas-ci les talibans insurgés, par la force. Hein, l'idée qu'on peut vraiment débarrasser un pays d'un groupe qui a toujours fait partie de ce pays-là hein, et qui est issu d'une majorité relative pachtoune, ben c'est une chimère, c'est impossible, ça va contre la culture, ça va contre l'histoire de ce pays-là. Et je pense que c'est une des conclusions qu'on doit tirer de ça. Je m'arrête ici. J'espère qu'on aura des questions, qu'on pourra y revenir éventuellement. Je cède la parole à Francesco pour la suite. Merci, merci Jonathan. Bah, en effet, je reprends là où tu as terminé, cette idée d'expurger les talibans. En effet, je crois qu'il y a eu, dès le départ, une mauvaise compréhension de comment la société afghane fonctionnait, en partie parce que, comme Jonathan a dit, excusez-moi, comme Jonathan a dit, l'idée n'était pas d'aller en Afghanistan pour reconstruire un pays. L'idée, c'était d'y aller, de se débarrasser des talibans qui avaient aidé Al-Qaïda, d'attraper les responsables de Al-Qaïda et ensuite de partir.
ce n'était jamais vraiment de s'arrêter, de construire un pays. Donc, dès le départ, cette mauvaise compréhension de la société afghane n'était pas particulièrement problématique parce qu'on n'était pas à agir avec la société afghane, mais après, ça s'est révélé hyper problématique parce que la coalition occidentale s'est retrouvée à devoir reconstruire le pays. Et quand on commence mal, généralement, on a du mal aussi à se rattraper. C'était aussi un pays où il y avait pas mal de pauvreté, analphabétisme, absence d'infrastructure. Encore aujourd'hui, il n'y a seulement que 30% des Afghans qui sont littrés. C'est une société qui est largement conservatrice du point de vue des mœurs, du point de vue des droits individuels. Euh, et vouloir expurger donc de son corps social, je ne dis pas les talibans en soi, mais un peu ce que les talibans, d'une certaine manière, représentent au niveau politique et militaire, c'était une partie considérable de la population, s'est révélé une chimère, s'est révélé impossible. Je crois aussi qu'il faut souligner, et c'est peut-être quelque chose qui a miné aussi la confiance que beaucoup d'Afghans avaient au départ pour les Occidentaux. Et il faut se rappeler que pour quelques années, effectivement, les talibans étaient vraiment écartés du jeu politique et du jeu militaire même en Afghanistan. Il y avait une fenêtre d'opportunité pour la coalition internationale de vraiment faire avancer les choses en dépit de cette mauvaise compréhension de la société afghane. Il y a eu malheureusement aussi cette attitude qui est un peu normale, je dirais, dans ce qu'est l'interventionnisme libéral, c'est-à-dire un peu l'attitude du white man's burden, c'est-à-dire l'idée un peu impériale que l'homme blanc connaît mieux comment il faut faire les choses. Et il y a eu donc une certaine marginalisation des secteurs de la société afghane qui auraient pu peut-être aider et qui se sont vus à la fin de compte marginalisés et qui ont vu peut-être les aspects les plus, je dirais, les aspects, peut-être pas les plus, mais les moins sympathiques de la présence occidentale. Et j'en reparlera quand on parlera de la corruption aussi. Et donc, du coup, ce qui arrive, c'est que le fait de devoir aller en Irak, le fait de combattre deux guerres en même temps, le fait de n'être pas tellement investi dans l'Afghanistan, le fait d'avoir mal compris la société fait en sorte qu'à la fin de compte, expurger les talibans et surtout d'expurger et de modifier la partie des sociétés qui les soutiennent et qui les soutenaient, s'est révélé impossible, ce qui ne pouvait être donc que donner lieu, ce ne pouvait que donner lieu à un retour des talibans eux-mêmes au pouvoir éventuellement, parce qu'ils avaient de leur côté le temps, la patience et aussi les changements dans le terrain qui leur ont permis de tenir 20 ans avant de revenir. Je te redonne la parole, Jonathan. Merci, Francesco. Moi, il y a une question qui m'intéresse plus particulièrement lorsque vient le temps de parler de la guerre en Afghanistan, c'est la suivante, et vous la voyez apparaître à la présentation. Pourquoi les Occidentaux sont-ils restés si longtemps en Afghanistan, même après l'élimination d'Osama Ben Laden, qui est survenue au mois de mai 2011, donc 10 ans avant le retrait qui a eu lieu, donc au mois d'août dernier? Comment se fait-il? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette trop longue guerre? Je pense qu'il y a plusieurs sources d'explication. La première, c'est que, et je reviens un peu aux éléments que j'ai mentionnés en introduction, c'est que les Occidentaux ont perdu de vue les objectifs initiaux. Les objectifs, c'était capturer Ben Laden et détruire Al-Qaïda. Ça, c'était le premier objectif. Le problème, c'est que dès leur intervention en Afghanistan, les Américains ont réalisé que les cellules d'Al-Qaïda n'étaient plus en territoire afghan et qu'Osama Ben Laden avait réussi à fuir, à quitter l'Afghanistan. Alors, vous héritez en fait donc de la boutique de l'Afghanistan, et là, vous ne pouvez pas simplement dire, bon, ben, ils sont plus là, on va quitter. Vous héritez d'un problème, vous êtes responsable du magasin de porcelaine et vous devez en prendre soin, essentiellement. Donc, on a perdu de vue les objectifs initiaux. Les objectifs secondaires, c'était la reconstruction. C'était le nation building. Alors, on a tout misé là-dessus en se disant, ben, parallèlement à cette entreprise, on va continuer à pourchasser Ben Laden et à pourchasser Al-Qaïda à l'extérieur du pays et dans le pays aussi, parce que peut-être que ces gens sont toujours présents en Afghanistan, qu'ils se cachent et qu'on les a tout simplement pas encore trouvés. Donc, perte de vue des objectifs.
deuxièmement, c'est qu'à partir du moment où vous vous investissez dans le nation building et que vous reconstruisez des écoles, vous construisez des routes, vous essayez d'inculquer le parlementarisme et cette idée de la démocratie, ben, vous devez assurer une certaine stabilité. Et la stabilité, elle est possible uniquement lorsque les groupes talibans insurgés cessent de se faire exploser dans des voitures piégées ou cessent de mettre des mines antipersonnelles sur les routes qui causent des décès, notamment au sein de la coalition. Et donc, les Occidentaux n'ont jamais pu s'asseoir tranquillement et dire aux Afghans, ben, allons, reconstruisons le pays maintenant, le pire est derrière. Parce qu'il y avait constamment des attaques terroristes, entre guillemets, de talibans insurgés. Et donc, face à ça, ben, vous devez rester sur place et essayer de non seulement de contenir, mais de repousser les attaques et éventuellement de détruire les cellules de terroristes, en guillemets, en fait, là, encore une fois, les talibans insurgés. Et puis le troisième élément qui est plus psychologique, mais qui a été étudié aussi dans le domaine de l'économie, c'est ce qu'on appelle en anglais le sunk cost. En français, on pourrait traduire par le dilemme des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que lorsque vous investissez beaucoup de ressources et de temps et de vies humaines dans un conflit comme le conflit afghan, ben, ça devient difficile de quitter. Parce que vous vous dites, je ne peux pas quitter maintenant parce que si je quitte maintenant, je perds, c'est une défaite. Et donc, tous ceux qui sont morts auront été morts en vain. Et les milliards de dollars investis auront été perdus. Donc, comme dirigeant, je préfère poursuivre la guerre en Afghanistan parce que je préfère une victoire possible, improbable, mais possible, à une défaite certaine aujourd'hui. Et il n'y a aucun dirigeant politique qui, en plus, veut porter l'odieux d'une défaite, surtout pas dans un contexte américain où, évidemment, les Américains sont censés être triompher contre le mal et d'être victorieux. Hein. C'est la grande nation, voilà, qui est la grande nation indispensable à la sécurité internationale. Donc, ça a eu pour effet d'amener les présidents à refiler la patate chaude à leurs successeurs et à maintenir la présence en Afghanistan, voire à accroître les soldats en Afghanistan. Il ne faut pas perdre de vue, par exemple, que c'est le président Obama qui, en 2009, a autorisé l'envoi de 30 ou 35 000 soldats additionnels en Afghanistan dans le but de frapper une fois pour toutes les talibans insurgés avant d'amorcer un retrait. C'est ce qu'on a appelé la politique du surge en anglais, donc le sursaut militaire en Afghanistan. Et donc, cette idée des coûts irrécupérables fait en sorte qu'on est pris au piège, en fait. Il faut simplement continuer à investir en espérant, hein, en se croisant les doigts et en espérant que le vent tournera finalement à notre faveur. Ça ne s'est pas mesuré concrètement, ça n'a absolument rien donné, en fait. Et après le décès d'Osama Ben Laden en 2011, les Américains ont tout de même continué à investir dans cette guerre-là parce qu'ils voulaient mater les talibans insurgés qui, eux, non seulement résistaient, mais étaient en train de gagner, je dirais pas de territoire, mais de gagner la guerre psychologique parce qu'ils menaient de plus en plus des interventions en sol afghan, qu'ils causaient de plus en plus de problèmes. Et ces incursions talibanes se sont accélérées et multipliées à partir de 2016, 2017, 2018. Et je pense que c'est à ce moment-là que les Américains se sont dit, bon, ben, il faut arrêter. Là. Et c'est l'administration Trump qui a dit, il faut arrêter, il faut sortir de ce guêpier. Et c'est le secrétaire Pompeo qui a signé l'entente en février 2020 avec les talibans, disant, nous allons quitter, mais en retour, vous, les talibans, vous ne tirez pas sur nos soldats, vous ne ciblez pas les Américains ni les membres de la coalition. Et on vous encourage fortement à entrer en contact avec le gouvernement de Kaboul. Et les talibans insurgés ont dit oui, oui, certainement, nous allons entrer en contact avec eux. Non seulement ils sont entrés en contact avec eux, ils les ont repoussés et ils les ont vaincus très rapidement au cours de l'été dernier. Peut-être juste une petite chose en terminant. On peut reprocher beaucoup de choses au président Biden. Hein, c'est lui qui porte l'odieux de la défaite ou de l'absence de victoire. Mais Biden a toujours été cohérent par rapport à la guerre en Afghanistan. À l'époque où il était vice-président du président Obama, dès 2009, il était pour un retrait. Il était pour un retrait. Il n'a jamais été favorable aux mesures contre-insurrectionnelles, hein, qui consistent à gagner le cœur et les esprits des populations locales. Lui, il souhaitait davantage mettre l'accent sur les mesures contre-terroristes, c'est-à-dire on frappe les insurgés et un point c'est tout. Et pour ce qui est de la reconstruction du pays, ben, ce sera aux Afghans à décider pour eux. Et après, évidemment, l'assassinat d'Osama Ben Laden,
le vice-président Biden, à ce moment-là, au début des années 2010, était encore plus favorable à un retrait. Il faisait pression sur l'administration pour qu'il y ait un retrait. Et puis, 4 ans plus tard, donc, ou 4 ans plus tard, en fait, 10 ans plus tard, lorsqu'il est devenu président, il a non seulement exécuté ou mis en œuvre l'accord de l'administration Trump qui avait été conclu en février 2020, mais il a refusé de rester quelques semaines de plus dans le pays afin d'assurer le départ des ressortissants étrangers et des populations afghanes qui auraient eu besoin d'un peu plus de temps pour se rendre à l'aéroport pour fuir le pays. Mais il est resté donc cohérent du début à la fin. On pourra sans doute y revenir dans la période de questions, mais Francesco, je te cède la parole. Merci, Jonathan. Je pense que ça colle bien avec ce que tu as dit. C'est-à-dire, on peut utiliser les labels qu'on veut pour décrire ce qui s'est passé dans 20 ans en Afghanistan. Il reste que la réalité, pour beaucoup d'Afghans, c'est une réalité d'occupation militaire, avec tout ce qui vient avec une occupation militaire. Si vous regardez cette étude de la Brown University, ça s'appelle The Costs of War, donc les coûts de la guerre, ils ont une section qui s'appelle Afghanistan Body Count, qui fait un peu un sommaire tant qu'ils peuvent pour voir quels étaient le nombre des victimes pendant cette guerre. Et si vous regardez les chiffres, c'est des chiffres assez élevés. Et c'est des chiffres aussi qui montrent comme la population civile a bien évidemment été la victime principale de cette occupation militaire. Quand on décide qu'un groupe d'insurgés doit être éliminé, l'idée de gagner Hearts and Minds est reléguée vraiment en deuxième plan. Et ce qu'on emploie surtout, c'est la force militaire. Mais quand on emploie beaucoup de la force militaire, et ça, c'est un phénomène qu'on connaît très bien dans les études sur la violence politique, l'insurgé, en effet, s'il arrive à survivre, en bénéficie, parce que la force militaire prépondérante de la coalition, en effet, va frapper les civils, va détruire l'infrastructure, va utiliser énormément de force pour se protéger aussi, donc en détruisant villages, postations, les bombardements détruisent les récoltes. Donc en lavant la vie, excusez-moi, économique et sociale beaucoup plus difficile. Et je pense qu'un exemple suffit pour expliquer comment cette démarche de radicalisation peut éventuellement fonctionner. Je vous rappelais que pendant le départ de certains ressortissants afghans qui voulaient rejoindre l'Occident à l'aéroport de Kaboul, il y a eu un attentat qui a provoqué un nombre considérable de décès et de morts. Pour éviter qu'il y ait des attentats similaires, les Américains ont utilisé les drones pour frapper une cellule terroriste et ils ont tiré sur une petite camionnette qu'ils pensaient être la camionnette donc, dans laquelle la cellule terroriste s'est cachée. Une investigation qui a duré pas très longtemps et qui a été menée par l'armée américaine a vite révélé qu'en effet, dans la petite camionnette blanche, il y avait un travailleur d'une organisation non gouvernementale qui était en train de faire qui était en train de livrer ou de chercher des biens auprès des différentes organisations. Il avait une camionnette Toyota blanche qui est identifiée avec les camionnettes que les terroristes emploient, mais en même temps, si on se met à compter combien de monde utilise les camionnettes Toyota blanches, et à la fin de compte, ce qui s'est passé, ils ont tué ce monsieur, ils ont tué 7 enfants qui étaient dans la voiture aussi et dans les environs. Ils se sont excusés, bien évidemment, ils se sont excusés d'avoir tué les 7 enfants et d'avoir tué ces messieurs. Mais la réalité est que quand ce type d'accidents se reproduisent de manière très régulière, et dans Afghanistan Body Count, vous pouvez regarder combien d'événements il y a dit, qu'il y a eu de ce type, il est difficile de gagner Hearts and Minds des Afghans. En effet, ça devient très rapidement un moyen de recrutement pour les talibans.
qui utilisent donc cette forte perturbation de la vie économique et sociale pour remplir leur rang de jeunes soldats, de jeunes qui sont motivés pour combattre, qui sont motivés par l'idée aussi, si on veut, patriotique, d'être maîtres chez eux. C'est eux qui décident de comment l'Afghanistan doit être géré, gouverné. Ce n'est pas un occupant militaire, surtout si cet occupant militaire apporte des valeurs qui ne sont pas vraiment partagées par un large secteur de la population. Et finalement, je crois que cette occupation militaire a fait en sorte qu'à un moment, vu la multiplication d'attentats, combats, bombardements, drones et de cette violence, une société a besoin de sécurité. La société a besoin de sécurité physique. Les citoyens ont besoin d'avoir un sentiment de sécurité. Et ils sont prêts à payer un prix assez élevé pour cette sécurité. Et c'est un peu, si on veut, quelque chose qui se passe, il ne se passe pas seulement en Afghanistan, mais qui se passe aussi ailleurs. S'il y a un acteur politique militaire qui arrive à prendre les pouvoirs et peut te garantir cette sécurité, ben pour un moment, cette sécurité va être quelque chose de particulièrement positif. C'est un bien pour la société qui va se plier donc à ces nouveaux acteurs qui arrivent sur la scène, même si il peut nous paraître un acteur radical, conservateur, misogyne, particulièrement violent, haineux, tout ce que vous voulez, mais il assure quelque chose de fondamental, et c'est un peu la sécurité. C'est les mêmes dynamiques qu'on a vues avec la montée de l'État islamique en Irak et en Syrie en 2014, 2015, 2016. C'est-à-dire, l'État islamique avait été capable aussi de garantir la sécurité là où il n'y en avait pas. Certes, c'était une sécurité précaire, c'était une sécurité autoritaire, c'était une sécurité fortement injuste, mais c'était quand même une sécurité. Là où il y avait seulement des affrontements militaires entre différentes milices, l'armée irakienne, les drones étrangers, les milices syriennes, tout ce que vous voulez, il y a un acteur qui arrive à prendre les dessus et qui est inévitablement accepté et acceptable pour une grande partie de la population. La population qu'on a vue vouloir s'échapper n'est pas vraiment représentative de tout l'Afghanistan, où il y a quand même 40 millions de personnes qui peuvent avoir aussi une idée très différente par rapport aux gens urbains de Kaboul ou des grandes villes irakiennes, afghanes, excusez-moi, sur ce que ça veut dire vivre en paix et vivre de manière selon les coutumes qu'ils veulent suivre. Je te repasse la parole, Jonathan. Oui, merci. Puis, j'aimerais rebondir sur le dernier point de Francesco. Tout à fait. En fait, on peut même faire un parallèle entre le retour des talibans au cours des dernières semaines et l'arrivée au pouvoir des talibans en 1996. Il faut garder en tête que à la fin des années 80, lorsque les Soviétiques quittent l'Afghanistan, parce qu'ils ont occupé l'Afghanistan pendant la majeure partie des années 80, c'est la guerre civile qui débute, en fait. Du tournant des années 90 jusqu'à la prise de pouvoir des talibans en 1996, c'est la guerre civile. Et lorsque les talibans réussissent à s'imposer en 96, hein, leur fief c'était Kandahar, et puis ils ont réussi à prendre la capitale Kaboul, ils étaient inconnus pour plusieurs Afghans, mais ils avaient l'avantage non seulement d'avoir la force nécessaire pour occuper la capitale, mais aussi c'était un bloc politique uni. Et pour plusieurs Afghans, c'était source de stabilité. Et ces gens-là étaient bienvenus au départ. Ils n'avaient pas une mauvaise cote auprès d'une large portion de la population afghane. Il y a certaines règles, certaines lois qui ont été adoptées qui se basaient sur la charia. Bien sûr, dès le départ, les femmes ne pouvaient pas aller à l'école, devaient rester à la maison, etc. Mais le problème avec les talibans, c'est ils ont consolidé leur emprise et jusqu'à étouffer cette population-là. Donc, les femmes devaient rester à la maison, les hommes devaient avoir une barbe qui avait la longueur de leurs mains, sans quoi ils étaient fouettés. Aux heures de prière, si quelqu'un était dans la rue et qu'il n'était pas en train de prier, il se faisait fouetter par les forces de l'ordre dans les différentes villes. Donc, tant et si bien que 5 ans plus tard, lorsque les Américains interviennent,
les Américains sont perçus comme des libérateurs, du moins c'est la perception qu'un grand nombre d'Afghans ont. Les choses changent par la suite lorsqu'on se rend compte que la présence américaine crée de l'instabilité, crée des conflits ponctuels avec les talibans et on retourne dans l'insécurité. Et donc, ça fait le lien avec ce que Francesco disait, parce qu'effectivement, là, les talibans sont de retour. Ça semble être une version 2.0 soft des talibans qu'on a connus, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs, bien entendu, parce qu'il y a 25 ans plus tard. Et donc, peut-être que le pays sera relativement stable dans les prochaines années. Ça reste à voir, mais ce ne serait pas impossible. Très brièvement, j'aimerais revenir sur le Canada et l'Afghanistan. Bien sûr, vous connaissez peut-être des militaires canadiens qui ont participé à cette guerre, mais ça a été très dur pour ceux qui sont allés en Afghanistan une fois ou deux fois ou même trois fois au cours des 20 dernières années. Plusieurs se demandaient, ben, est-ce que ça a donné quelque chose? Bon, ça a amené plusieurs questionnements. Euh, Moi, j'aurais quelques remarques à faire par rapport à la mission canadienne en Afghanistan. La première remarque, c'est que le Canada a quitté l'Afghanistan il y a 7 ans. Donc, le Canada a mis fin à sa participation au sein de la grande coalition dirigée par les États-Unis en 2014, après avoir réalisé une mission de formation de l'armée nationale afghane à Kaboul de 2011 à 2014. Donc, ce serait difficile, 7 ans plus tard, de faire porter le chapeau au Canada. Le Canada était un membre parmi plusieurs membres de la coalition qui a participé donc à ce conflit de 2001 à 2014 dans le cas du Canada, mais le succès ou la défaite en Afghanistan ne repose pas sur les épaules du Canada dans la mesure où c'est d'abord et avant tout la responsabilité des États-Unis. C'est eux qui ont souhaité cette guerre, c'est eux qui ont invité leurs alliés à participer. Et donc le Canada a fait sa portion du travail. Il l'a très bien fait selon les dires de plusieurs observateurs et notamment selon les dires des Américains. Le Canada a participé à une mission de combat dans la première phase, par la suite une mission de reconstruction à Kaboul et puis une mission de formation de l'armée afghane, telle que je le disais, excusez-moi, à Kandahar, et puis une mission de la formation de l'armée afghane à Kaboul à la toute fin. Donc, trois types de missions assez différentes. Mais donc, on ne peut pas considérer que le Canada a perdu la guerre en Afghanistan parce qu'il a mené à bien les missions qui étaient les siennes et que le Canada a su relever le défi à chaque fois. Ça, c'est ma vision des choses. Maintenant, sur le plan politique, euh, je pense que pour le Canada, c'est un succès relatif dans la mesure où l'objectif premier du Canada en participant à cette guerre dès 2001, c'était de faire la démonstration qu'on était un allié fiable des États-Unis et qu'on était un partenaire fiable de l'OTAN. Et donc, le Canada a fait des gains réputationnels tout au long de ces années-là. Le Canada était perçu au tout début comme un bien petit joueur qui n'avait pas les moyens de ses ambitions. Et au cours de ce conflit qui a duré 15 ans, le Canada a fait la démonstration que c'était un joueur de première importance, qui était prêt à prendre des risques, notamment à Kandahar. Et donc, dans cette grande dynamique de l'Alliance qui était sur place en Afghanistan, le Canada a bien tiré son épingle du jeu. Non seulement ça, mais en étant si présent en Afghanistan, ça a permis au Canada de justifier sa non-participation à la guerre en Irak en 2003. Le premier ministre Chrétien à l'époque disait, désolé, mais la guerre contre le terrorisme est en Afghanistan, nous on est en Afghanistan et on fait notre travail. Ce qui suggérait donc que la guerre contre le terrorisme n'était pas en Irak. Et cet argument-là, on l'appelait le Afghanistan Solution à Ottawa, ça a été voilà, un élément de plus dans le dispositif argumentaire canadien face à cette pression américaine qui était si importante en 2002 et au début de 2003 pour que le Canada participe à la guerre en Irak. Et puis finalement, le fait de participer au conflit en Afghanistan avec les Américains, ça a certainement facilité et harmonisé les négociations sur la sécurité nord-américaine. On sait que dans l'après 11 septembre, il y a plusieurs normes qui ont changé. On a harmonisé nos normes dans le domaine ferroviaire, dans le domaine aéroportuaire, dans le domaine de la livraison des marchandises, etc. Et le fait de pouvoir dire, ben, we are all in this together, ça crée une confiance réciproque entre le Canada et les États-Unis et ça a certainement, je le répète, contribué à de bonnes relations sécuritaires dans le domaine donc, de la sécurité nord-américaine.
Bon, je m'arrête ici. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et puis, je suis certain que Francesco a beaucoup d'autres choses à dire aussi. Mais on peut peut-être se tourner vers vous maintenant afin de prendre vos questions. Puis, espérons-le, être en mesure d'offrir des réponses intéressantes. Alors, nous vous écoutons. Je vais juste terminer avec peut-être une note positive, c'est-à-dire quelque chose. Il y a eu des micro-victoires dans les macro-échecs. Donc, il n'y a aucun doute que c'est un échec gigantesque. Je pense qu'on en a analysé les causes et les raisons. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu des micro-victoires, si on veut, dans tout ça. Pas victoire militaire. Victoire militaire, il y en a eu beaucoup, mais victoire militaire ne veut pas dire grand-chose quand tu es en train de combattre le terrorisme ou des insurrections. Je crois que là où la comparaison que Jonathan a fait entre la prise de pouvoir des talibans en 1996 et celle de 2021 réside en effet qu'après 20 ans de permanence occidentale en Afghanistan, il y a eu quand même des changements dans la société afghane. Des changements qui venaient d'un certain secteur de la société afghane, donc qui sont endogènes, et un certain nombre de changements qui ont été amenés par les Occidentaux, donc un facteur exogène. Donc il y a eu un certain progrès, par exemple, dans les droits individuels. On a vu un peu la mobilisation de certaines femmes sur les droits individuels qui a eu lieu même après les départs des troupes occidentales. Donc c'est un discours qu'en Afghanistan existait un peu déjà à l'époque de l'occupation soviétique, parce que les soviétiques étaient engagés sur les mêmes thématiques, et qui a été reprise et qui est quelque chose avec lequel les talibans devront se confronter. Il y a eu de la construction d'infrastructures, il y a eu des changements assez importants au niveau de services d'éducation, de services de santé. Il y a eu la construction d'une certaine une infrastructure aussi physique qui bien sûr est dommagée par les conflits, mais qui quand même existe et qui n'est pas quelque chose qui existait forcément avant. Il y a aussi une prise de conscience parmi les Afghans de la complexité de leur société, et donc plusieurs groupes qui essayent de trouver, encore une fois, des accords peut-être avec les talibans. C'est vrai que les talibans, ils ont gagné, donc peut-être ils n'ont pas besoin de négocier, mais il y a une certaine compréhension de la part même des talibans qu'ils doivent composer peut-être, et ils ne peuvent pas seulement imposer ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai aussi, et ça, ça fait partie du macro-échec, qui est l'histoire de 20 ans en Afghanistan. C'est aussi une histoire de 20 ans de corruption absolument monstrueuse. En effet, les gouvernements soi-disant démocratiques que les Occidentaux et les Américains avaient mis en place après la prise de pouvoir, la corruption a été un élément fondamental, surtout ça se passe de manière naturelle quand tu investis des milliards de dollars dans un pays pauvre et tu crées des groupes qui en profitent. En effet, à un moment, il me semble que les gouvernements afghans étaient connus sous l'acronyme de VICE, V-I-C-E, parmi les Américains, c'est-à-dire Vertically Integrated Criminal Enterprise. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui était vraiment corruption qui allait de tout en haut à tout en bas dans la structure étatique afghane. C'est quelque chose qui, bien évidemment, les citoyens voient et donc qui les pousse aussi à se dire que peut-être on était mieux donc avant, quand il n'y avait pas peut-être toute cette corruption, tout cet argent qui tourne et qui mine un peu la relation entre l'État et les citoyens. Il y a eu des réformes judiciaires très problématiques qui ont essayé de codifier sur les codes occidentaux des types de conflits qui étaient résolus de manière complètement différente avant dans la société afghane. Il y a eu énormément de gâchis d'argent. Je pense que la commission d'enquête américaine a trouvé qu'il y avait au moins 40 et 50% de l'argent que les États-Unis ont investi en Afghanistan qui a disparu, qui a été gâché, qui a été utilisé pour la construction, pour des formations qui n'ont eu aucun impact, en effet, sur la société afghane. Et ça, c'est quelque chose que les citoyens voient et expérimentent en première personne et qui les fait donc se détacher peut-être de cette entreprise des changements et des transformations sociales
après une période d'euphorie qui fait suite à la fin du régime des talibans en 2001. Et déjà en 2004-2005, on commence à voir que la corruption, le gâchis, toutes ces réformes qui ne collent pas avec la grande majorité de la société afghane sont destinées à éloigner encore plus les citoyens de l'État. Et l'échec macro, ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être des micro-victoires. Et je crois que certaines des choses qui ont été faites, même par l'armée canadienne, vont avoir peut-être un héritage positif. Mais globalement, je crois que Jonathan et moi, on se trouve d'accord pour les appeler que des micro-victoires dans un macro-échec. Si vous avez des questions, ben, je pense que nous, on est là pour pouvoir répondre aussi. Et je laisse donc à Annie, je crois, le rôle de modératrice. Oui, alors bien, merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Francesco. Nous voici rendus à la période de questions. Nous en avons déjà quelques-unes de rentrées. Il nous reste environ une vingtaine de minutes. Alors, n'hésitez pas, chers participants, à écrire vos questions dans l'outil questions-réponses. Et Jonathan et Francesco, peut-être vous partager les différentes questions afin qu'on puisse répondre en plus grand nombre possible. Alors, je commence par celle-ci. Quelle a été l'influence de la présence occidentale en Afghanistan par rapport au trafic d'héroïne? Là, peut-être que je vais prendre celle-là. J'aime bien ce sujet. C'est quelque chose dont l'Afghanistan est connu pour ça, hein, pour l'opium et tout ça. C'est un endroit où, encore une fois, non, la main occidentale a aidé et pas aidé, dans le sens que on avait aussi des politiques, surtout les Britanniques, de destruction de cultivation d'opium, de poppies, mais plutôt que de l'opium. Mais les problèmes, encore une fois, c'est qu'on agit dans une société où la cultivation du pop y amène de l'argent. Et la détruire pour leur faire quelque chose d'autre, bah, c'est pas tellement payant et c'est pas tellement intéressant. Et donc tu antagonises d'une certaine manière déjà une partie de la population qui aurait pu être peut-être plus neutre par rapport à la présence occidentale. La destruction de ce moyen de vie, de cette ressource, a été particulièrement difficile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les talibans comprennent que c'est une bonne carte à jouer, et donc ils n'ont aucun problème à la tolérer, cette cultivation, surtout qu'ils peuvent indiquer exactement l'hypocrisie occidentale, c'est-à-dire les Occidentaux aiment bien se droguer, veulent plein de drogues, et puis nous, on peut pas la cultiver. C'est un peu une hypocrisie. Donc, je crois que c'est pas un rôle non, si considérable que ça, mais c'est quand même un autre moyen pour montrer comment les priorités politiques occidentales, si elles ne collent pas avec ce qu'une partie de la société afghane veut, fait en sorte que cette partie de la société, pas forcément favorable aux talibans, qui d'ailleurs s'était prononcé comme opposé à la cultivation du pop, et ben, ils se disent bah, ce que les Occidentaux veulent, ça ne me convient pas non plus. Et donc, tu perds un peu la neutralité que ces groupes auraient pu avoir. Une autre question. Je suis surpris que vous ne parlez pas de l'implication du Pakistan dans les 43 dernières années en Afghanistan. Que pouvez-vous en dire? Très bonne question. Je peux peut-être débuter, Francesco, et puis tu pourras. Il y a un double jeu, évidemment, qui est mené par le Pakistan. Depuis le début, écoutez, pour les 45 dernières années, j'aurais de la difficulté à vous brosser un portrait historique et une analyse fine, mais du moins pendant la guerre en Afghanistan, qui a duré une vingtaine d'années, très tôt, les Américains et les Occidentaux ont réalisé que les Pakistanais étaient avec eux les lundis, mercredis, vendredis, et qu'ils étaient avec les groupes insurgés les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Et donc, au sein même du régime pakistanais, à l'époque de Pervez Musharraf, par exemple, il n'y avait pas de consensus sur la pertinence de travailler totalement avec les Américains et contre les talibans insurgés.
Il faut garder en tête que la base arrière des talibans insurgés, et la raison pour laquelle ces gens-là étaient capables de s'armer, de se financer pour lancer des opérations, c'était Quetta au Pakistan, qui est une ville importante et qui était peuplée de talibans insurgés. Mais évidemment, le Pakistan était un allié officiellement des États-Unis dans cette guerre-là. Et les Américains ont choisi de maintenir cette alliance avec le Pakistan, même si, évidemment, le gouvernement pakistanais n'était pas tout à fait clair et tout à fait net sur ses relations avec les talibans insurgés. Euh, bon, ça a amené les Américains et les Occidentaux à mettre sur pied la stratégie du AFPAC, la Afghanistan-Pakistan Solution à la fin des années 2000, où on constatait que le problème taliban, ben, il était à la frontière entre les deux États, là, et qu'il fallait élargir notre vision du problème pour inclure donc le Pakistan. Ça a amené les Américains à faire des attaques de drones sans l'autorisation du Pakistan pendant plusieurs années. D'ailleurs, Osama Ben Laden, en mai 2011, il est identifié à Abbottabad, qui est une ville militaire importante pakistanaise, et les US Navy SEAL se déplacent la nuit pour aller frapper, en fait, pour atterrir sur le territoire, sur le terrain de la résidence dans laquelle était Osama Ben Laden et ses femmes et ses enfants. Et les Américains ont le temps de repartir avant même que les autorités pakistanaises aient eu vent de l'opération. Donc, c'est une violation de la souveraineté territoriale pakistanaise que les Américains ont faite, alors que le Pakistan était censé être un allié. Donc, il y a cette espèce de double jeu des Pakistanais, mais en même temps des Américains aussi. Je ne pense pas que les Américains auraient mené ce genre d'attaque en France ou au Royaume-Uni sans avoir mis ces alliés-là au parfum de l'opération. Enfin, peut-être que je suis naïf, peut-être que ça aurait été mené de même manière, surtout après ce qu'on a vu avec François Hollande et l'enjeu des sous-marins vendus à l'Australie. Mais pour revenir au Pakistan, selon moi, c'était la grande difficulté de cette guerre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit prendre le Pakistan. Il y a des pressions qui ont été faites sur le Pakistan pour qu'on cesse cette espèce de, de, de cette aide indirecte qui était donnée aux talibans insurgés. Les Occidentaux et les Américains ont fourni beaucoup d'aide au développement au Pakistan pendant quoi, une décennie et demie, 2 décennies, et c'était conditionnel à ce qu'ils travaillent avec les Américains. Mais on peut dire que les Pakistanais, en bout de ligne, que les régimes pakistanais ont quand même ont bien tiré leur épingle du jeu, pour reprendre une expression que j'ai utilisée plus tôt, parce qu'ils ont pu mettre la main sur l'aide américaine, tout en assurant un appui aux talibans insurgés sur leur territoire. Évidemment, s'ils avaient cherché à casser les reins des talibans insurgés, c'est sans doute leur régime qui aurait été vulnérable. Parce qu'il y a une partie de la population pakistanaise qui appuyait et qui appuie toujours les talibans insurgés. Donc, le régime pakistanais devait faire très, très attention à ne pas antagoniser toute une partie de sa population, tout en rassurant les Américains sur leurs relations stratégiques tout au long de cette guerre. Donc, c'est un double jeu du Pakistan. Et donc, oui, ça a été un rôle très, très important dans cette guerre. Merci de cette information. Oui, J'ajouterais Francesco? Oui, j'ajouterais juste à ce qu'a dit Jonathan qu'en effet, même si les régimes pakistanais auraient voulu empêcher de manière plus agressive, on va dire, les talibans de se servir du Pakistan comme arrière-base et tout ça, ça aurait été particulièrement compliqué parce que la frontière, à certains endroits, est vraiment une frontière nominale. Les Afghans, Pashtuns afghans et les Pashtuns pakistanais font partie des mêmes réseaux familiaux, des mêmes réseaux tribaux, des mêmes réseaux religieux. Et donc, ça aurait été particulièrement difficile, je pense, même si le Pakistan a voulu, de complètement fermer la frontière, d'être vraiment agressif contre les talibans. Surtout que la guerre contre les Américains, particulièrement après l'invasion de l'Irak, n'était pas si, je ne veux pas dire qu'elle était populaire, mais vu l'invasion de l'Irak, la manière dont ça s'est fait, aider ouvertement les Américains en Afghanistan aurait pu avoir des coûts aussi internes, comme Jonathan a dit. Et donc, ils ont joué sur deux tables, ils ont essayé de faire un jeu d'équilibre qui a, à la fin de compte, pas mal fonctionné.
parce qu'ils ont tiré des bénéfices sur le court terme et apparemment ils vont tirer des bénéfices sur le long terme parce que je crois que le gouvernement taliban de Kaboul aura besoin aussi de la diplomatie pakistanaise pour essayer de se stabiliser et de s'affirmer, même que aujourd'hui c'est peut-être le gouvernement qui a plus d'influence à Kaboul en ce moment. Et en effet, beaucoup d'Afghans qui sortent maintenant et pour rejoindre l'Occident le font grâce aux interventions des Qataris auprès des talibans. Très bien. J'enchaîne avec une autre question. Une des principales lacunes de l'occupation militaire américaine en Afghanistan n'a-t-elle pas été de délaisser les périphéries rurales au profit des pôles urbains et d'avoir par le fait même créé une division entre les Afghans des villes dits plus occidentalisés et ceux des campagnes dits plus traditionnels, plus ouverts peut-être à l'influence conservatrice? Euh, je dirais oui et non, dans le sens que oui, il y a des différences considérables entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et c'est les milieux ruraux qui ont vraiment subi l'occupation militaire et la violence militaire avec des bombardements, avec l'emploi de mines, avec les attaques et les contre-attaques parmi les talibans et les forces occidentales. C'est vrai aussi que c'est plus conservateur, traditionnel, si on veut. Mais il ne faut pas non plus oublier que dans l'Afghanistan rural, il y a aussi des appartenances et des loyautés qui ne sont pas forcément toujours vers les talibans. Il y a des groupes ethniques qui, et religieux qui ne font pas confiance aux talibans et qui auraient pu être mobilisés plus pour défendre l'Afghanistan en tant qu'État, une fois qu'on a commencé à essayer de mettre en place des structures étatiques. Et il ne faut pas non plus oublier aussi que dans les villes, ce n'est pas tous les 5 millions de gens qui habitent à Kaboul qui sont occidentalisés. Il y a aussi un influx qui vient des gens de la campagne. Je crois que le vrai problème était que la violence ne s'est jamais arrêtée pratiquement, ni dans les villes, ni dans les campagnes. Et dans les campagnes, il y en avait plus, mais il y en avait beaucoup dans les villes aussi. Les Occidentaux qui travaillaient en Afghanistan se sont retrouvés à vivre dans des lieux complètement séparés et détachés de là où les Afghans vivaient, constamment sous sécurité. Et ça, c'est compréhensible d'une certaine manière, mais ça envoie aussi un message au reste de la population. Et donc, je crois que c'est cet aspect plutôt qu'il faudrait analyser un peu mieux, c'est-à-dire que la quantité de la violence et la quotidiennité de la violence en Afghanistan, qui venait de tous bords, c'est à la fin ce qui a peut-être ébranlé le plus la société, qui s'est retrouvé à un moment épuisé et censé choisir entre une occupation militaire occidentale qui allait continuer ou s'est laissé tomber d'une certaine manière dans les mains des talibans. Je ne sais pas si Jonathan, peut-être que tu as une opinion différente, mais je crois que c'est cette violence et la quotidiennité de cette violence. Les faits qu'elle n'était pas sur nos écrans, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas lieu, d'une certaine manière. Tout à fait. Je n'ai rien Ah, mais à ajouter. Surtout, c'est intéressant. considéré, si tu me permets, que quand on dit l'armée afghane n'a pas combattu, l'armée afghane a perdu 70 000 hommes dans les combats contre les talibans. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est au bout de cette perte et de ces sacrifices, tu vois que ton allié va signer une paix qui dit, moi, il se passe ce qui se passe, dans 12 mois, 18 mois, je me casse, ne tirez pas sur moi, mais tirez sur l'armée afghane, ben, je dirais bien, ben, moi je vais démissionner de cette armée, alors je m'en vais, merci. Merci. Une autre question. S'il y a d'autres attentats terroristes, comment les Occidentaux vont réagir? Est-ce qu'ils auront appris de leurs erreurs en Afghanistan? Euh, Francesco, je peux peut-être y aller, puis tu pourras. Tout dépend du moment où les attentats terroristes auront lieu. Si elles ont lieu dans les prochaines années, c'est la même génération qui sera, disons, au pouvoir ou
position d'influencer la politique étrangère des États-Unis ou des pays occidentaux. Et je pense qu'effectivement, on aura appris de nos erreurs. Je pense qu'à court terme, les régimes qui craignaient une intervention américaine, pour d'autres raisons, cela étant dit, pensons à Nicolás Maduro au Venezuela, pensons à la junte militaire en Birmanie, ces gens-là doivent se réjouir parce qu'ils savent que les Américains n'interviendront pas chez eux compte tenu voilà, de la défaite en Afghanistan et des coûts engendrés par cette guerre. Maintenant, s'il devait y avoir des attentats terroristes prochainement, je doute que les États-Unis opteraient pour des interventions comme celle d'Irak et d'Afghanistan, c'est-à-dire des interventions dans lesquelles la phase 2, c'est le nation building. Je pense qu'on serait plutôt dans des interventions contre-terroristes, soit avec des troupes d'élite au sol, soit avec l'utilisation de drones armés pour détruire, en fait, les cellules actives ou dormantes liées aux organisations terroristes. Donc, je pense que ça va être de plus en plus une guerre de renseignement. C'est le renseignement vraiment qui va faire foi de tout. C'est pas impossible également qu'on ait recours à des moyens cybernétiques pour nous attaquer à ces gens-là, parce que ces gens-là sont très actifs sur Internet aussi. Et d'ailleurs, on a déjà recours à des moyens cybernétiques pour frapper des organisations terroristes. Pensons à Daesh, par exemple. Mais des interventions au sol avec soldats en territoire étranger, je serais très surpris que l'on assiste à cela dans les prochaines années. Maintenant, si les attentats terroristes devaient avoir lieu dans 30 ans, et si les États-Unis jouent toujours le rôle aussi important qui est celui qu'on leur connaît, ben peut-être qu'on aura oublié l'Afghanistan, comme on a oublié le Vietnam à la fin des années 60. Et peut-être qu'on est effectivement, on sera placé devant un autre choix qui va nous amener à intervenir et qui pourrait, en bout de ligne, être périlleux, parce qu'on n'apprend pas tant que ça de nos mauvaises expériences. Plus le temps passe, plus on a tendance à oublier et à penser que les circonstances actuelles sont plus favorables que celles des interventions passées. Alors voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je ne sais pas si Francesco aimerait poursuivre là-dessus. Non, tu as dit tout ce qu'il fallait dire à propos de l'apprentissage ou non des expériences passées dans l'interventionnisme. L'avenir nous le dira. Une autre question. Comment expliquer les mauvais calculs des Américains concernant le temps écoulé entre leur départ et le retour des talibans? Jonathan, je te la laisse là. Il y a pas de réponse claire à cette question. Malheureusement, c'est la question à 1 million de dollars. Ce qu'il faut dire, c'est que cette décision-là, c'est celle du président. C'est toujours la responsabilité du président, au bout de ligne. Le président est le seul élu avec son vice-président, en l'occurrence avec sa vice-présidente actuellement. Les autres sont nommés par lui. Ses secrétaires, ses conseillers, tous ces gens-là sont nommés. Ce ne sont pas des élus et le seul qui est responsable, c'est le président. Ça, je pense que c'est assez clair. Maintenant, ce qu'on rapporte, c'est que dès le début de l'été dernier, les services de renseignement faisaient parvenir des analyses au cabinet Biden et au Conseil de sécurité nationale qui laissaient entendre que, contrairement à l'estimation initiale, que les talibans allaient revenir dans le pays en moins de 2 ans. Et plus les semaines passaient, plus on se disait non, c'est pas en moins de 2 ans, c'est que c'est possible que ça soit dans 6 mois, c'est possible que ça soit dans 4 mois. Donc, Biden, selon ce qu'on rapporte, était pleinement au courant de l'avancée des talibans qui prenaient les villes les unes après les autres. Pendant la période estivale, évidemment, la plupart d'entre nous, on regardait ailleurs, on faisait autre chose, mais les bulletins de nouvelles, les quotidiens nous montraient effectivement cette avancée des talibans. Biden le savait. C'est pas arrivé comme une surprise que les talibans prennent Kaboul le 15 août. Ça a été une surprise pour la plupart des gens qui consomment des nouvelles, mais pas pour l'administration Biden. Et donc, sa décision a été prise depuis un certain temps. C'est certain qu'à un moment donné, on l'a placé devant ce choix. M. Biden, ils vont revenir très prochainement. Nous n'aurons pas réussi à boucler tout ce qu'on devait boucler sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Et Biden a choisi de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, ça sera chaotique pendant quelques jours, mais c'est pas vrai que je vais repousser le délai encore quelques mois, voire quelques années. Ça fait 20 ans qu'on repousse et ça ne donne absolument rien. Et je pense aussi qu'il a été, enfin, si on écoute ses discours, je pense qu'il a été très, très frustré de
piètre performance de l'armée nationale afghane. Francesco, tu as fait raison de dire que ils ont essuyé des pertes considérables, surtout à partir du moment où les Américains ont fait un deal avec les talibans il y a 2 ans. Mais pour Biden, c'était inacceptable que cette armée-là prenne le maquis au moment où les combats deviennent plus intenses. Et Biden disait, ils sont 300 000, on les a armés, on les a équipés, on les a formés. S'ils ne sont pas capables de prendre le destin de leur pays entre leurs propres mains, ben, ils ne méritent rien essentiellement. C'est un peu le message qu'il a livré à la population américaine. Et je pense que cette frustration-là l'a amené à, voilà, à rester ferme sur sa décision de partir. Mais c'est certainement pas parce que cette administration a été prise par surprise par l'avancée rapide des talibans. Si je peux intervenir très rapidement sur cette question, je crois que aussi l'administration américaine de Biden a enfin accepté ce que tous les militaires qui revenaient d'Afghanistan et tous ceux que les diplomates ramenaient d'Afghanistan depuis au moins 2007, c'est-à-dire que c'était une guerre qui n'allait pas être gagnée, qu'il n'y avait pas d'espoir pour l'armée américaine d'arriver au bout des talibans et que les talibans, tôt ou tard, seraient arrivés au pouvoir. C'était pas ça qu'on disait en public, bien évidemment. Et donc, il y a cet reportage super intéressant du Washington Post qui, à travers le Freedom of Information Act, a pu avoir accès au rapport des diplomates et militaires américains de service en Afghanistan qui, une fois rentrés, allaient briefer justement les membres de l'administration. Et ça, c'est Bush, c'est Obama, c'est tout le monde, tous les quatre. Et je crois que Biden, la frustration de Biden, était en partie aussi le fruit de ça fait tellement de temps qu'on repousse l'inévitable que moi j'en peux plus. J'étais pas déjà d'accord dès le départ avec ça et on enlève la dent et on n'en parle plus. Et je crois que ça c'est peut-être une leçon de courage politique aussi parce que il a fait ce que 3 présidents avant lui savaient et qui n'ont pas eu le courage de faire, parce que je répète, ça fait depuis 2007 que l'administration américaine et l'armée américaine, les hauts gradés, savent très bien, mais ils ont toujours préféré mentir en public. Et Biden peut-être aussi dans un effort de clarté avec la population américaine. Il n'a jamais dit on vous a menti pour 10 ans, donc c'est pour ça que je le fais. Mais c'est un peu sous-entendu. On le fait, ça c'est la date, on s'en va. Et quand on lui a demandé, mais peut-être qu'on pourrait pousser encore quelques jours, et puis encore quelques jours, elle a dit non, quand ça suffit, ça suffit. Et effectivement, la frustration, c'est ce que j'ai vu aussi dans ces discours. Est-ce que je peux rapidement rebondir sur parce que Francesco a tout à fait raison que il y a eu un excellent reportage du Washington Post, le Afghanistan Papers, qui montre en fait que les autorités ont choisi de mentir à la population, pas parce que on était nécessairement mal intentionné, mais parce qu'on se disait ça va démoraliser tout le monde. Tous ceux qui ont investi dans cette guerre-là vont être frustrés, démoralisés. Et donc, effectivement, il y a cette équipe au sein de l'exécutif qui a été constituée il y a plusieurs années. Et son objectif, c'était de récolter les commentaires, la perception des plus hauts gradés de l'armée américaine en Afghanistan, dans le but d'apprendre et d'avoir des archives en vue d'interventions futures. C'est ça qui est le plus intéressant là-dedans. Et donc, comme Francesco l'a dit, ces gens-là ont dit, ben écoutez, ça va mal, on ne gagnera pas, ça ne marche pas, ça n'avance pas, il n'y a pas de progrès. Évidemment, en public, c'est pas ce qu'on disait, mais ça n'avançait pas. Et c'est la même chose qui s'est produit au Vietnam. Ça n'avançait pas, ça allait mal. On a maintenant les documents d'archives où on entend McNamara, Johnson et compagnie nous dire c'est catastrophique, c'est épouvantable. Mais publiquement, on disait we're making great progress. Tout le monde disait great progress. Bon. Alors, à l'issue de ces entretiens avec les hauts placés, ce fameux groupe, je ne sais pas si c'est un groupe ou si c'est une commission, mais bref, ces gens-là devaient colliger, faire une synthèse des propos récoltés. Et cette synthèse, elle a été rendue publique, je crois que c'était en 2017, et en se basant sur les entretiens. Et la synthèse disait, It's all good. We're making great progress.
Alors, le Washington Post a dit, ah, OK, ils ont fait des entretiens. Alors, ils ont utilisé la loi de l'accès à l'information, ils ont demandé d'obtenir des documents, on leur a barré la route. Ils ont dû se battre bec et ongles pour obtenir les retranscriptions des entretiens. Bon, plusieurs étaient caviardés, mais ils les ont obtenus. Et les journalistes du Washington Post ont pu lire le compte-rendu des militaires et c'était catastrophique. Alors, les journalistes du Washington Post ont confronté le président de cette équipe qui avait pondu le rapport en disant, mais vous ne dites pas la vérité. Et lui, il a réussi en bon haut fonctionnaire à dire, mais écoutez, là, vous sélectionnez des passages ici et là, mais grosso modo, ça allait bien. Et on disait, non, 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 regardez, c'est faux, on les a tous, vous mentez. C'est quelque chose de très grave quand même. Cette guerre-là, elle a été payée, tu sais, par la population américaine, tant pour ce qui est du trésor que pour ce qui est des hommes et des femmes qui ont été blessés, qui sont morts, qui se sont suicidés. Et on leur mentait parce que la pression était trop grande, parce que ça avait coûté trop cher, parce qu'on ne pouvait pas faire dérailler le train à cette étape-là du parcours. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer aussi, puis c'est la même chose par rapport au Vietnam. Là, ça se ressemble beaucoup, bien sûr. C'est deux cas distincts, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, je voulais juste ajouter ça. Francesco avait tout à fait raison de le mentionner, mais c'est it's big, comme on dit en anglais, c'est important. Puis j'invite tout le monde à aller lire le Afghanistan Papers, publié par le Washington Post. Il y a un site qui est très, très bien fait. Vous allez trouver quantité d'informations sur ce qui s'est passé. Voilà. Si on se fie au taux de participation d'aujourd'hui et au nombre de questions qu'on reçoit, plusieurs vont se diriger vers la référence dont vous faites mention. Alors, on doit mettre fin à la période de questions. J'ai inscrit mon adresse électronique dans le chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement et je vais les diriger à Francesco ou à Jonathan. Alors, merci à vous deux de nous avoir éclairés sur le sujet. Peut-être, Annie, excuse-moi, parce il y a une dernière question qui a été posée 2 fois. Peut-être on va essayer de répondre rapidement sur les perspectives de la résistance du fils de Massoud. Bah, les perspectives ne sont pas très bonnes. Apparemment, il a déjà perdu. Cette résistance est assez petite. En même temps, c'est vrai aussi que ça indique encore une fois de comment la société afghane n'est pas entièrement alignée sur les positions des talibans. Ça donne aussi une perspective sur les comment dire, la, la nécessité de ne pas non plus avoir des espoirs sur des petits groupes qui peut-être ne sont pas très représentatifs. C'est quelque chose qu'on a déjà fait en Irak, en écoutant des personnes qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'appui à la fin de compte, comme on pensait dans la société irakienne. Et donc, il faut faire un peu attention. Mais du point de vue militaire, je crois que sans aide extérieure, ils ne vont pas vraiment durer pour très longtemps s'ils ont été pas déjà défaits dans cette, dans cette semaine qui nous précède. Merci beaucoup de votre générosité, de votre temps et merci aux participants du jour. À la prochaine. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.